Dossier juge Nébié, 8 ans après la mort tragique du magistrat, le flou demeure sur l'affaire. Dans une déclaration en marge de la commémoration de ce triste anniversaire, le SAMAB, le syndicat autonome des magistrats du Burkina, a estimé que la gestion du dossier est faite de tâtonnements. Tous les détails en début de journal. Rencontre entre le président de l'Assemblée législative de transition et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Les deux personnalités ont parlé du retour à l'ordre constitutionnel normal et de la situation politique nationale du Burkina Faso. À ce 13h, vous en saurez plus sur leur entrevue. Et puis l'Union générale tunisienne du travail refuse de participer au dialogue national. Elle avance que la création d'une commission nationale consultative n'est pas le fruit d'une concertation préalable et ne répond pas aux aspirations du pays. On en parle en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. 8 ans après le décès du juge Salifou Nébié, toujours pas de manifestation de la lumière sur la mort tragique du juge. De juge d'instruction en juge d'instruction, le dossier est au tribunal de grande instance de Ouagadougou, toujours dans l'attente de la manifestation de la vérité. À marge de la commémoration du triste anniversaire de ce décès, le SAMAB, le syndicat autonome des magistrats du Burkina, dans une déclaration, a estimé que la gestion de cette affaire est faite de tâtonnements, d'hésitations, d'omissions troublantes qui compromettent les réelles chances d'aboutissement accéléré à la vérité. Alexis Wenkouni Belemnaba. Si la lumière n'est pas faite et le dossier élucidé, comment la famille du juge Salifou Nébié et les magistrats membres de sa corporation peuvent-ils faire leur deuil? Cela fait 8 ans jour pour jour que juge Salifou Nébié perdait tragiquement la vie sur la route de Saponé dans les circonstances jugées troublantes. Un décès survenu alors que l'actualité politique nationale était surchauffée par des tensions liées au débat sur la révision constitutionnelle de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Dès les premiers instants, nous avons pensé que ce crime avait un mobile politique. Mais vous aurez assisté avec nous que dans les premiers instants, il y a eu des médecins burkinabés qui ont conclu à un homicide volontaire, ce qui nous confortait dans notre conviction que le décès de Salifou Nébié avait été l'acte des personnes. Une hypothèse qui serait démentie plus tard par un expert français dans le cadre d'une seconde autopsie réalisée sur la victime et qui conclut à un homicide involontaire. Ce dossier aurait passé entre les mains d'au moins 4 juges d'instruction, récemment transférés au tribunal de grandes instances du Ouagadougou pour attribution au regard de la situation géographique du drame, mais aussi en fonction de sa compétence. Mais qu'en est-il de son évolution ? Chez les juges, il y a ce qu'on appelle, il y a un terme anglophone, le golden hour. Ça veut dire que lorsqu'une infraction est commise, c'est dans les instants proches qu'on peut mieux appréhender tous les indices et tous les éléments de preuve qui peuvent concourir à élucider le dossier. Mais vous aurez compris que le jour du décès du collègue, une pluie serait survenue et que toutes les traces qu'on pouvait prélever sur les lieux ont été dénaturées. 8 ans après le décès de ce militant du syndicat autonome des magistrats du Burkina Faso, les circonstances de ce drame demeurent toujours floues. Pourquoi le dossier piétine-t-il? Manque de moyens? Absence de volonté politique? Beaucoup s'interrogent même sur l'implication des acteurs du monde judiciaire pour le dénouement de cette affaire. C'était même un défi pour tout acteur judiciaire de connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Salifou Nébié. Parce que hier c'était Salifou Nébié, aujourd'hui ça peut être Alidou Tiendrebego ou tout autre magistrat. Parce que nous pensons qu'il n'est pas commandé, il n'est pas intéressant qu'un magistrat dans le cadre de sa profession soit inquiété, qu'il puisse y avoir une atteinte à son intégrité ou même à sa vie. Nous avons mis tous les éléments humains que nous pouvions développer et qui sont de l'ordre du possible pour que le dossier puisse être élucidé. Mais malheureusement, à ce stade, nous devons vous avouer que
nous n'avons pas pu bouger que de ce qu'il y a 3 ans en arrière. Dans une déclaration du syndicat autonome des magistrats du Burkina, en marge de la commémoration du triste anniversaire de ce décès, estime que la gestion de cette affaire est faite de tâtonnements, d'hésitation, d'omissions troublantes compromettant les réelles chances d'aboutissement accéléré à la vérité. Après la brillante riposte des militaires de Bourzanga dans la région du centre-nord qui a causé des pertes énormes aux forces du mal, le chef de l'État, chef suprême des armées, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est rendu dans la région pour galvaniser les forces de défense et de sécurité. Une visite marquée par une distinction de la médaille de la croix du combattant à 5 soldats. On reste avec Alexis Wenkouni Belemnab. Ils sont 5 membres du détachement militaire de Bourzanga à avoir reçu la médaille de la croix du combattant. Distinction remise par le chef suprême des armées au lendemain de la riposte de l'attaque dirigée contre leur base. Une riposte qui a permis de neutraliser 40 terroristes et de récupérer 3 véhicules dont un blindé, des armes individuelles et collectives, des motos et divers matériels. Du côté des FDS, 5 soldats qui sont tombés et une dizaine de blessés a été enregistrés. Ce qui s'est passé ici hier à Bourzanga montre que l'ennemi n'est supérieur nullement à nous. L'ennemi, ils ont certainement des ressources humaines, des ressources matérielles, ils ont certainement des appuis, mais ils ne peuvent pas être supérieurs à un pays qui se met ensemble. Donc nous sommes venus dire aux forces de défense et de sécurité que le pays tout entier sera derrière les forces, l'ensemble des forces qui combattent jour et nuit contre la violence extrémiste. Une chose est de vaincre, mais une autre est de prendre le dessus sur l'ennemi. Pour ce faire, le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba invite l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont sur le théâtre des opérations à la détermination et à encore plus de vigilance. Au-delà de la victoire d'aujourd'hui, il faudra toujours garder en chacun de vous de l'engagement, de la détermination, en sachant seulement que nous ne faisons pas face à des personnes qui sont supérieures, mais à des personnes aussi qui sont mortelles et qui sont actuellement là, qui ont subi d'énormes pertes à travers les différentes actions qui ont été conduites sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a une dynamique de reprise des actions violentes contre l'ensemble des forces qui séjournent dans les zones opérationnelles. Il faudra garder ça à l'esprit et demeurer vigilant et surtout entreprenant et plein d'initiatives. Une visite qui réconforte les troupes combattantes qui, disent-elles, remontent leur morale pour engranger davantage de victoires dans la lutte contre le terrorisme. C'est très réconfortant de voir son Excellence, Monsieur le Président, ici pour nous encourager. Parce que ça permet aussi aux hommes de savoir que devant les gens sont avec eux. La plus grande autorité est de cœur avec eux. Donc ça rehausse le niveau et ça leur donne encore le courage pour continuer le combat. Et ce matin, après la victoire engrangée hier, nous avons reçu donc nos autorités, principalement le chef de l'État, chef suprême des armées. Son message qu'il nous a donné nous permet encore d'être opérationnel sur le terrain. Et sa visite également nous permet d'engranger des victoires. Une main est tendue à ceux qui veulent déposer les armes pour privilégier la voie du dialogue, mais seront sévis ceux qui veulent perdurer dans la violence contre les FDS et la population, a rappelé le chef de l'État. Cette opération militaire a été menée avec l'appui aérien de la force Barkhane, de la Task Force Sabre et de l'armée nigérienne.
Le président de l'Assemblée législative de transition a reçu en audience ce lundi l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Je vous le dis en titre, la situation politique nationale dans laquelle se trouve le pays depuis les événements du 24 janvier dernier a alimenté la discussion. L'ambassadeur de l'Union européenne se dit disposé à accompagner l'ALT à jouer pleinement son rôle pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. On l'écoute au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Nous avons échangé sur la situation du Burkina Faso qui traverse une période très très difficile et je crois que l'ALT a un rôle extrêmement important à jouer pour que cette transition peut réussir. Il y a des mesures législatives qu'il faut discuter, adopter, mais il faut aussi plus largement jouer ce rôle de veille, n'est-ce pas, que les autorités, comme un parlement le fait aussi dans les circonstances normales, que le gouvernement adhère à ses engagements et assure le suivi de ses engagements. Et je crois l'ALT, et là nous avons aussi échangé, l'ALT a aussi un rôle à jouer dans le sens d'assurer le retour dans un délai raisonnable, un retour à l'ordre constitutionnel démocratique, n'est-ce pas, pour la préparation des étapes qu'il faut prendre pour que ce retour prenne place et que après le système nouveau soit plus légitime et suffisamment solide et donne la stabilité au Burkina Faso qu'il faut. L'espace publicitaire constitue aujourd'hui un casse-tête pour certains citoyens de la capitale burkinabé. L'on assiste à certains endroits à une implantation anarchique de ces panneaux, toute chose qui va à l'encontre des dispositions sur la réglementation de la publicité dans la commune de Ouagadougou. Comment comprendre cette anarchie et quelles solutions face à une telle situation? Le sujet a intéressé notre reporter Serge Kabouré et voici pour vous le fruit de ses analyses. Des carrefours obstrués par des panneaux et affiches publicitaires à perte de vue, des affiches implantées à même sur des poteaux électriques, bref, le pays des hommes intègres connaît ces dernières années une implantation anarchique des panneaux publicitaires, notamment au sein des grandes villes, à l'image de la capitale Ouagadougou. Et pourtant, des textes existent en la matière et devraient permettre d'encadrer l'implantation de ces dispositifs publicitaires. Ces textes-là disent en gros qu'en fonction des zones, il y a le type de support, de dispositif qui peut être déployé. Par exemple, les panneaux 12 mètres carrés ne peuvent pas être déployés partout. À certains endroits, c'est seulement les totems qui sont autorisés. À l'approche des établissements, les panneaux publicitaires sont interdits. Les panneaux publicitaires sont interdits sur un certain nombre d'immeubles, par exemple, comme les immeubles appartenant à l'État, à la fonction publique, et ainsi de suite. Paradoxalement à ces textes, la réalité est tout autre ici, à Ouagadougou. Avec une aire géographique estimée à plus de 600 km², près de 6000 dispositifs publicitaires sont répertoriés dans la capitale. Ce sont des dispositifs publicitaires qui, à certains endroits, perturbent l'attention des usagers de la route. Si tu n'as pas une bonne vision, tu vas rentrer là-dedans. Sinon, ça gêne la circulation. Et la voie les ronds-points de Ouaga, pour ne pas dire au Burkina en général, il faut que l'État voyait faire quelque chose. En ce qui concerne les panneaux qui empêchent la bonne circulation sur la route, effectivement, ça voudrait dire que les propriétaires de ces panneaux-là sont en porte-à-faux avec les textes en vigueur, parce que les textes disent que les panneaux-là ne doivent pas cacher, par exemple, les panneaux de signalisation routier. Et ces panneaux-là doivent être à une certaine distance des carrefours, des différents tournants pour que les gens, les usagers sur la voie publique voient l'ensemble des panneaux de signalisation. Selon une étude commanditée par la mairie centrale en janvier 2019, plus de 5000 panneaux n'ayant pas d'autorisation formelle ont été répertoriés. Les articles 15,
23 et 24 de l'arrêté portant réglementation de la publicité dans la commune de Ouagadougou sont pourtant clairs car identifiant les zones réservées à l'implantation des panneaux publicitaires ainsi que celles où la publicité est restreinte. Et pour certains usagers de la route, ces panneaux devraient prendre en compte la hauteur des différents engins. Ça dépend de la gabarit de ta voiture ou bien ta moto comme ça. Si ta caisse est grande, ça peut gêner comme ça peut ne pas gêner. Moi pratiquement, ça ne me gêne pas. Les opérations de contrôle de la mairie centrale pourraient permettre de réduire ces implantations anarchiques, selon le vice-président du CSC. Ce serait bien que la mairie soit beaucoup plus présente sur le terrain, soit beaucoup plus regardante, que les acteurs qui sont chargés du contrôle de l'implantation des panneaux publicitaires là puissent mieux jouer leur rôle. Parce que si on observe des panneaux qui ne sont pas bien, qui sont implantés en contradiction avec ce que les règles disent, ça veut dire que ceux qui sont chargés du contrôle n'ont pas encore bien fait leur travail. Abdoulaziz Bamogo va plus loin et préconise l'informatisation du parc des panneaux publicitaires de la ville de Ouagadougou de manière à rendre visibles tous les panneaux avec l'emplacement ainsi que les informations sur le propriétaire, toute chose qui, selon lui, permettrait d'assainir le milieu des dispositifs publicitaires au Burkina Faso. Football Ligue 1 Lonabé, le titre file entre les doigts de l'étoile filante de Ouagadougou EFO. À Waiguya, pour y recevoir l'ASK, l'EFO n'a pas pu faire mieux qu'un nul. Un résultat qui prive la reine des stades du titre. Si l'EFO termine sur le podium, ce résultat est synonyme de relégation pour l'ASK qui était obligé de gagner pour assurer son maintien dans l'élite. Yassine Sawadko. La reine des stades ne parvient finalement pas à sauver sa saison. La préparation de ce match, qui a d'abord fait couler beaucoup d'encre et de salive, a pu se tenir à Waiguya. Cette rencontre, qui a mobilisé pas mal de supporters, en valait la peine puisqu'elle était aussi bien décisive. Dès le coup d'envoi, pas de round d'observation. Sur ce corner, le joueur de l'EFO reprend de la tête, mais le ballon est chassé par le défenseur. Et comme on pouvait s'y attendre, les actions étaient dans les deux camps. Sur cette balle, le joueur de l'ASK loupe le cadre. Pendant qu'on croyait au tout premier but de la rencontre, l'attaquant de la reine des stades, Draman Kouman, ne cadre pas son tir. L'EFO va continuer dans la même lancée. Sur cette tête, le gardien de l'ASK, après avoir mal saisi le ballon, le rattrape assez vite. Mi-temps, 0 but partout, mais l'EFO croit toujours. On va continuer. Il faut qu'on soit positif. Si être le meilleur de 15 équipes, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il faut le mériter, ça se mérite. Donc il faut engager-vous pour qu'on ait ça. La deuxième partie est lancée. L'étoile va vite au charbon. La première tentative et le dernier rempart de l'ASK écartent le danger. Une autre action et cette fois-ci, Landry Banadi n'appuie pas sa frappe. L'ASK va prendre les choses en main dans les derniers instants avec plusieurs occasions de but. Mais le seul souci est que le ballon ne trouve toujours pas le fond des filets. Au terme des 2 fois 45 minutes, 0-0 et la reine des stades rate le titre de champion de la Ligue 1. Ce match précis, on n'a pas été efficace devant les buts. C'est tout. On avait notre efficacité habituelle, on partait avec les 3 points. On était à la recherche du but. Donc on a fait des choses un peu contradictoires, espérant que ça va nous permettre d'être efficaces. Malheureusement, on n'a pas pu l'être. Souvent, le football est comme ça. Les regrets ne sont pas seulement côté EFO, puisque l'ASK, qui avait aussi son destin en main, n'a pas pu le saisir. Conséquence, la descente en 2e division. Un gros regret. Ils avaient tout suivi. On avait les 3 points. La jeunesse, c'était ça mon inquiétude. Je leur disais ça toujours. On ne peut pas avoir des ballons face au but, on veut placer. Alors qu'on n'a même pas de bons ballons pour jouer. Je me suis plaint au 4e arbitre, ils ont dit ils vont voir. Botte le ballon comme un sou, il y a 1-0, c'est fini. Voilà, bon, on ne peut que s'apprendre à nous. Il y a des matchs qu'on pouvait gagner depuis le début. Et on a fait nul, il y a des matchs qu'on a perdus. On s'est battu avec nos propres âmes jusqu'au bout. Voilà, donc je pense qu'on va tirer les leçons. L'étoile filante de Ouagadougou manque l'opportunité de remporter le titre de champion cette saison.
La Reine des Stades finit 3e au classement à l'issue de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 Lonabé. Quant à son adversaire du jour, l'association sportive de Coupéla, elle regagnera la 2e division la saison prochaine. Au Mali, la mission d'observation des élections en abrégé Modèle Mali fait des analyses sur le nouveau projet de la loi électorale. Cette nouvelle loi électorale, qui est pour l'instant au Conseil national de transition, est en phase d'écoute des acteurs sociopolitiques en vue de son adoption. La Modèle Mali, qui a été écoutée le 12 mai dernier, note des avancées et fait des appréciations. La correspondance au Mali de Bourémassoulou. Mise en place par la Synergie 22, composée de 43 organisations de la société civile, la Modèle Mali se veut une mission d'observation électorale de premier plan au Mali. C'est dans cette perspective qu'elle a été reçue par la commission loi du Conseil national de la transition CNT sur le nouveau projet de loi électorale. La Modèle Mali s'est dit satisfaite sur certains points du dit projet de loi. Par rapport aux avancées du projet de loi électorale, la Modèle salue les avancées, notamment la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, l'instauration du mode de scrutin proportionnel en lieu et place du scrutin majoritaire pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la possibilité du vote électronique, la prise en compte des Maliens établis à l'extérieur, le renforcement du genre, ainsi que le plafonnement et le contrôle des dépenses de campagne. Cependant, la mission d'observation électorale note des insuffisances, surtout concernant la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. L'ancrage dans la seule loi électorale, qui est une loi ordinaire, ne garantit pas la stabilité et la longévité de l'EGE. Par conséquent, nous pensons que l'EGE doit avoir son ancrage dans la Constitution du Mali. Par rapport aux attributions, tout comme la CENI de 1997, l'EGE est limitée à la proclamation des résultats provisoires et la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Tenant compte des crises post-électorales vécues de 1997 à 2020 du fait des arrêts de la Cour constitutionnelle, nous pensons que l'EGE doit avoir dans ses prérogatives la proclamation des résultats définitifs. Et la Cour constitutionnelle doit être dédiée à la gestion des contentieux. Autre insuffisance soulevée par la Modèle Mali concerne le mode de publication des résultats des élections. Pour éviter toute contestation, la mission d'observation propose de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. La Modèle pense qu'il faut procéder à la publication des résultats par centre et bureau de vote au fur et à mesure de la proclamation des résultats provisoires. Cela permet d'éviter les conflits et d'éventuels tripatouillages des résultats pendant la remontée et la centralisation des résultats, contribuant ainsi à la transparence et la crédibilité des élections. Enfin, la Modèle Mali propose qu'il faut insérer dans la loi électorale les débats entre les candidats avant les premiers et seconds tours de l'élection présidentielle. L'alternance des genres sur les listes de candidats ainsi que le vote des personnes vivant avec des handicaps autres que physiques. À marge des travaux de la commission administrative de l'Union générale tunisienne du travail UGTT hier lundi, la centrale syndicale a annoncé son refus de participer au dialogue national dans sa forme actuelle. L'UGTT refuse de participer au dialogue national selon la formule annoncée dans le décret présidentiel N30-2022 relatif à la création du Comité national consultatif pour la Nouvelle République. Elle estime que ce décret portant sur la création d'un comité consultatif n'est pas issu de concertation ou d'accord préalable et ne répond pas aux aspirations nationales. En Tunisie, le chemin vers une nouvelle république ne se fera pas sans embûches. Lundi, la puissante centrale syndicale tunisienne UGTT a refusé de participer au dialogue national proposé par le président Kais Saied. Le chef d'État, qui a pris les pleins pouvoirs en juillet 2021, a nommé un juriste proche de lui à la tête d'une commission chargée d'élaborer une constitution pour une nouvelle république, et ce, via un dialogue national. Toutefois, les partis politiques ont été exclus de cet échange. Le décret présidentiel annonçait donc qu'après des consultations avec plusieurs syndicats, dont l'UGTT, ainsi que l'organisation patronale, des ONG ou encore la Ligue tunisienne des droits de l'homme, la commission devrait présenter un projet de constitution au président.
Or lundi, l'Union générale tunisienne du travail a annoncé à l'issue d'une réunion de son instance dirigeante qu'elle boycotterait le dialogue proposé. Pour l'UGTT, ce dialogue ne répond pas aux attentes des forces nationales pour mettre en place un processus patriotique permettant de sortir de la crise. L'Union générale tunisienne du travail a fait partie du quartet des lauréats en 2015 du prix Nobel de la paix pour sa contribution à la transition démocratique en Tunisie. Voilà, on s'arrête là pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir honoré. Je vous retrouve demain 13h pour un autre journal.